Bonjour, je suis ravi de vous retrouver sur 4Change pour un nouveau numéro de Lex Inside, votre émission consacrée à l'actualité juridique. Au programme de ce numéro, quelles sont les stratégies clés des droits des marques dans le sport? On en parle dans quelques instants avec Yael Cohen-Adria, associée chez EY Société d'avocats. On parlera ensuite des déplacements professionnels, comment encadrer le temps de travail avec Charlotte Michaud, avocate chez Flichy Granger Avocats. Et enfin, on parlera intelligence artificielle, comment les professionnels du droit peuvent-ils s'approprier les nouveaux outils avec Fabricio Papatechera, membre du directoire de l'Exbase. Voilà pour les titres, c'est parti pour Lex Inside. On commence tout de suite ce Lex Inside. Quelles sont les stratégies clés des droits des marques dans le sport? On en parle avec mon invité Yael Cohen-Adria, associée chez EY Société d'avocats. Yael Cohen-Adria, bonjour. Bonjour Arnaud, merci de me recevoir. Pouvez-vous nous expliquer brièvement ce que recouvrent les droits des marques dans le secteur du sport? Alors, les marques, tout d'abord, c'est ce qui est très important de rappeler, c'est que c'est un actif immatériel. Il y a beaucoup d'investissements sur les marques et ça ne se gère pas de la même façon en fonction des secteurs d'activité. Dans le luxe, la mode, la grande distrib, l'automobile ou encore pour le sport aujourd'hui, ça se gère très différemment. Le point clé sur les marques dans le secteur du sport, c'est qu'il y a beaucoup d'événements. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Donc ça démultiplie les investissements quand on s'associe à un événement sportif. On comprend donc que dans le secteur des marques, dans le droit du sport, il y a un intérêt particulier à suivre l'actualité, à suivre les compétitions, mais aussi à suivre les athlètes eux-mêmes. Les enjeux marketing, commerciaux sont forts et ils peuvent être liés tant à l'événement, qui permet un peu de faire du teaming en interne dans l'entreprise, qui permet de redorer l'image auprès des clients. Parce que quand on s'associe à un événement, on porte ses valeurs. Et ça intéresse, ça attire le consommateur ou ça fidélise même le salarié. Donc du coup, il y a des investissements dans ce secteur-là qu'il faut surveiller et qui sont très liés aux événements, mais aussi aux athlètes et à leur image. Donc on en sait un peu plus sur les enjeux des droits des marques dans le sport, mais comment la jurisprudence traite-t-elle de l'utilisation du visage ou du nom d'un sportif en tant que marque? Ouais, c'est une très bonne question. En fait, si je me remets un petit peu dans l'actualité, on se rend compte qu'avec l'avènement de l'IA, il y a beaucoup de personnes qui se sont interrogées sur les avantages de créer des visages et de les déposer à titre de marque grâce à cette IA. Donc ça a posé des questions, ne serait-ce qu'en termes de droit d'auteur. Quand ça ressemble trop à quelqu'un, on se pose des questions en droit de la personnalité, article 9 du Code civil, l'image des personnes. Le respect de la vie privée. Exactement, ça c'est quand même très important. Et après, en termes de marque pure, parce qu'il faut savoir que pour déposer une marque, il y a un critère fort qui est la distinctivité. Et il faut que ça puisse permettre aux consommateurs d'identifier la marque pour la relier à des produits et services. Donc si le visage est un peu trop banal, ne permet pas de faire ce lien entre l'origine des produits et services et le produit qui va être développé sur le marché, la marque pourra être refusée. Donc on va reprendre en fait les mêmes critères que pour une marque classique, sauf que ce sera appliqué à un visage, ce qui est beaucoup plus fort et beaucoup plus important. Dernier point sur ce sujet, quand une entreprise le dépose et que ce n'est pas la personne elle-même qui dépose son visage, les enjeux sont démultipliés, puisqu'une fois la marque déposée, vous avez peut-être des droits sur 10 ans, mais le droit à la personnalité, le droit à l'image reste fort. Donc il peut y avoir en plus des conflits complémentaires liés à l'image elle-même, la notion intrinsèque d'image, versus la notion de marque, titularité d'un droit palpable. Alors tout à l'heure, vous avez évoqué les enjeux de marketing dans le sport. Pourriez-vous définir ce qu'est l'ambush marketing et pourquoi il est particulièrement surveillé dans le cadre des Jeux Olympiques? Oui, on aime bien le français, donc ambush marketing, je suis d'accord, on va déjà le définir par une traduction. C'est une sorte de marketing d'embuscade. Alors d'embuscade, ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement qu'il y a un événement, mais moi j'ai pas envie de mettre de l'argent dedans, parce que j'ai pas d'argent ou que j'ai pas envie. Donc du coup, je vais pas payer et je vais pas être un sponsor officiel. Mais je vais quand même me mettre dans le sillage de l'événement, je vais adopter ses couleurs, je vais publier en même temps, je vais par exemple publier des résultats sportifs en mettant ma marque à côté, en faisant croire que je fais un partenariat alors que je n'ai rien fait du tout. L'idée, c'est de profiter de l'événement. C'est ça. En droit, pour ceux qui adorent le droit, ça ressemble au parasitisme. Je me mets dans le sillage de
La différence avec l'embauche marketing, c'est que les juges n'ont pas besoin d'une preuve de contrefaçon, etc. Il suffit d'avoir cette association qui va créer dans l'esprit du public l'impression du partenariat. Et c'est là que les condamnations pourront se faire. Quelles sont justement les conséquences pour une entreprise qui pratiquerait l'embauche marketing autour des Jeux Olympiques sans être sponsor officiel? Les risques sont forts. Alors déjà, il faut savoir que c'est très tentant. Bien Parce sûr. que les JO, surtout les JO en ce moment en pleine actualité, Paris 2024 qui est une marque déposée, on a envie d'utiliser, on a envie de fidéliser nos clients avec cette image-là des JO. Et surtout quand ça passe à côté de vos boutiques, en face de chez vous, que vos salariés y participent, cherchent des places. Donc c'est très tentant sur son site internet de rajouter des anneaux olympiques ou de prendre sa marque qui est déposée en lui rajoutant les couleurs olympiques ou de dire à Paris on est aussi... Ou... Voilà, on peut jouer avec ça et c'est très tentant. Et ce qu'il faut savoir, c'est que les jeux, on pourrait aussi croire que c'est un bien commun parce qu'on a besoin d'en parler, c'est dans l'actualité. C'est quand même quelque chose de fort, les valeurs portées par les JO depuis l'Antiquité. C'est quand même aussi des notions un peu ouvertes, bien commun, le public et le côté international. En revanche, comme on le sait, il y a des marques déposées et les comités liés aux JO protègent fortement ces marques-là parce que derrière ça, il y a une économie. Donc si jamais on apporte trop atteinte à l'économie, peut-être qu'un jour, on ne pourra plus financer les Jeux. Concrètement, comment font-ils pour protéger justement les Jeux Olympiques, la marque Jeux Olympiques? Eh bien, ils vont justement envoyer des mises en œuvre, et ça arrive à quelques clients aussi, pour dire attention, là, vous utilisez les marques, les propriétés olympiques, on va dire au sens large, et vous les utilisez sur votre site internet, vous faites croire qu'il y a des offres, vous faites de l'embauche marketing, ce qui est strictement interdit, ça porte préjudice à mes sponsors, qui eux vont payer, ça porte préjudice à moi, et ça porte atteinte, même parfois pénalement, parce que la contrefaçon est pénale, à nos propriétés. Donc en fait, il y a un risque fort qui peut aller jusqu'à 1,5 million, etc. Enfin, les sommes sont jamais... Conséquent. Voilà, c'est des risques conséquents. Après, est-ce qu'ils vont aller jusque-là, c'est aussi une autre question. Mais voilà, donc faire parler des JO, c'est possible. Ok, s'associer un peu de près ou de loin, ça reste possible, mais il faut faire très attention aux modalités. Il faut se créer sa petite checklist en se disant voilà, là c'est bon, là c'est bon, là c'est bon. Parce que si on est trop près ou qu'on prend les marques des protégés, là le risque est trop fort. Donc il faut faire attention. On va conclure là-dessus. Merci d'être venu sur notre plateau. C'était un plaisir. Merci Arnaud. On poursuit ce Lex Inside. Comment encadrer le temps de travail dans le cadre de déplacements professionnels? On en parle tout de suite avec mon invitée, Charlotte Michaud, avocate au sein de Flichy-Goranger Avocats. Charlotte Michaud, bonjour. Bonjour Arnaud. À quel moment considère-t-on que le travail commence et se termine lors d'un déplacement professionnel? Alors pour répondre à cette question, il faut appréhender en premier et surtout la notion de temps de travail effectif. Le Code du travail l'a défini avec 3 critères essentiels. Premier critère, la disponibilité du salarié. Il faut faire attention parce que ce n'est pas attaché à l'intensité du travail fourni par le salarié. Deuxième critère déterminant, c'est l'autorité. Il faut que le salarié soit sous l'autorité de l'employeur, autrement dit qu'il soit susceptible de recevoir des instructions ou des directives de l'employeur. Troisième critère, c'est l'impossibilité pour le salarié pendant ce temps de vaquer à ses occupations personnelles. Alors, s'agissant du temps de déplacement professionnel, évidemment, les choses sont un peu plus compliquées, d'autant plus que ça a donné lieu à une jurisprudence très abondante et bousculée, on le sait, par la jurisprudence communautaire. Si on doit résumer en quelques mots le dispositif issu de ces jurisprudences s'agissant du temps de déplacement, il faut retenir en premier, par exemple, la situation du déplacement entre 2 lieux de travail. Je sors de l'entrepôt ou de l'usine de mon employeur, donc de mon lieu de travail, pour me rendre chez un client ou dans un autre établissement de l'entreprise. Donc le temps entre 2 lieux de travail, il n'y a pas de difficulté, c'est du temps de travail effectif. La deuxième situation, qui est celle du temps entre le domicile du salarié, donc la résidence habituelle du salarié, jusqu'à son premier lieu de travail ou son lieu de travail
habituel. De prime abord, la solution pourrait être simple, puisqu'on a un texte en France qui définit très clairement ce temps comme n'étant pas de temps de travail effectif. Mais la lecture de ce texte n'est pas suffisante. Les dernières jurisprudences ont évolué très fortement. Il faut vraiment avoir une lecture combinée avec la notion de travail effectif. Ce qu'il en ressort en 2 mots, et notamment pour les travailleurs itinérants qui ont donné lieu vraiment à une jurisprudence très discutée, il faut faire une analyse concrète de la situation, des conditions concrètes dans lesquelles le salarié se déplace et exerce ce déplacement. Par exemple, pour le travailleur itinérant, on va regarder si pendant ce temps, il est oui ou non susceptible d'être soumis aux instructions, aux directives de l'employeur. De 2 choses l'une, les conditions d'exercice mettent en évidence que les 3 critères de définition du temps de travail effectif sont réunis et le temps de déplacement, domicile, premier client visité par le travailleur itinérant est du temps de travail effectif. A contrario, si les critères ne sont pas réunis, on reste dans les dispositions de l'article du Code du travail qui nous dit que ce temps de déplacement n'est pas du temps de travail effectif. Concrètement, le travailleur itinérant qui a des plannings prévisionnels établis par son employeur, qui n'a pas la main sur le nombre et l'ordre des visites des clients, qui a un kit main libre, c'est souvent un des critères qui est retenu dans les derniers arrêts, qui a un véhicule de fonction, qui n'a aucune autonomie, qui peut se voir changer au dernier moment l'ordre des clients ou des rendez-vous, la jurisprudence a tendance à considérer que le temps de travail, que le temps entre le domicile et le premier client visité est du temps de travail effectif. Inversement, on a quand même eu des arrêts dans le sens contraire, ce qui est intéressant pour enrichir l'analyse. Et ils disent quoi? Alors justement, dans un cas d'attaché commercial, il faut savoir que toutes ces jurisprudences sont liées aux travailleurs itinérants aujourd'hui. Avait plus d'autonomie, c'est-à-dire que le salarié qui a plus d'autonomie dans la gestion du planning. Et là, dans l'arrêt, ce qui était intéressant, c'est qu'il y avait la possibilité d'avoir un interrupteur sur la géolocalisation pour dire « je suis en mode privé ». Donc, il y avait la possibilité pour le salarié de se déconnecter, en tout cas de déconnecter la géolocalisation du véhicule pendant son temps de déplacement. Ces éléments ont conduit les juges à dire « non, nous ne sommes pas dans du travail effectif, les 3 critères ne sont pas réunis ». Donc, on voit bien que c'est vraiment une analyse concrète, cas par cas. Maintenant, le débat va être ouvert jusqu'où on va aller. Est-ce que le temps dans l'avion, le train, où on sait tous qu'on est connecté au Wi-Fi avec le portable, est-ce qu'on va déborder sur les travailleurs non itinérants? Je suis dans mon bus, je suis dans mon train, je suis dans mon avion, je regarde mes mails, je travaille. Est-ce que je suis dans du temps de travail effectif? Il n'y a pas d'arrêt aujourd'hui sur ces cas-là. On a pu identifier quand même un arrêt intéressant où un salarié en temps de voyage, donc l'avion, avait estimé « je reste joignable pour mes collaborateurs, donc j'estime que ce temps est du temps de travail effectif ». Cet argument n'a pas été suivi par les juges. Donc il fallait au-delà du simple fait d'être joignable. Alors on voit que la question du temps de travail effectif est compliquée. Un autre aspect qui n'est pas simple, c'est le droit au repos et le droit à la déconnexion dans le cadre justement de déplacement professionnel. Qu'en est-il? Alors, évidemment, là, c'est un enjeu majeur. L'enjeu majeur de la définition du temps de travail effectif, c'est pouvoir décompter le temps de repos, puisque le temps de repos est inhérent à la notion de travail effectif. Dès lors que vous êtes dans un temps effectif, on va commencer à décompter du temps de repos et les seuils quantitatifs. Là, donc ça, c'est la première règle, c'est appréhender le temps de travail effectif. La deuxième règle, c'est mettre en place les outils de contrôle. Et ça, ce qu'il faut impérativement retenir, c'est quel que soit l'aménagement du temps de travail du salarié, itinérant, pas itinérant, en heure, en jour, l'employeur a une obligation de mettre en place des dispositifs de contrôle du temps de travail et repos. Alors, par exemple, si on se met sur ceux qui ont beaucoup de déplacements professionnels, évidemment, le badge ne va pas marcher. Donc, ce qu'on voit concrètement, c'est par exemple via les tablettes ou les smartphones, c'est un système de pointeuse numérique ou à distance, ou l'auto-déclaratif, plus simplement. C'est un peu plus artisanal, mais on le voit encore. Tous les jours, on va déclarer son nombre Voilà, d'heures. On a la petite tablette, ce qu'on voit beaucoup maintenant pour les techniciens itinérants. Ils ont leur petite tablette avec leur planning défini ou non
prédéfinis et mettre, voilà, je suis chez le client à telle heure, et ils remplissent un planning. Pour le forfait jour, c'est plus simple, mais pas forcément exempt de tout contrôle. On le sait, je n'ai pas les horaires à indiquer, bien évidemment, parce que par définition, je ne suis pas dans un mécanisme horaire. Pour autant, je dois déclarer ma journée de travail et je dois, en tant qu'employeur, vérifier l'amplitude. Donc le repos doit également être bien contrôlé. Attention à la géolocalisation. Ça serait l'outil de facilité pour le contrôle du temps de travail, mais est absolument pas admis par la jurisprudence ou la CNIL comme pouvant avoir pour finalité le contrôle du temps de travail. Ça, on a une jurisprudence quand même très stricte de la part de la Cour de cassation. On ne peut l'utiliser que si on n'a véritablement pas d'autres moyens de contrôler le temps de travail. Or, dans la plupart des cas, on a toujours une possibilité de le contrôler. Donc, autrement dit, le système de géolocalisation ne peut pas vous servir à contrôler le temps de travail de vos salariés. Alors l'entreprise doit prendre en charge les frais de déplacement et les dédommagements, mais en pratique, comment procéder? Alors en pratique, et rapidement, deux points à distinguer. Au niveau de la compensation, là encore, on va dépendre de la notion de temps de travail effectif ou pas. Si je rentre dans la notion, dans le champ de travail effectif, je dois décompter des heures et donc j'ai le risque de devoir des heures supplémentaires et les majorations afférentes. Si je ne suis pas dans le temps de travail effectif, je reviens aux dispositions du Code du travail spécifique sur le temps domicile, lieu de travail, qui dit ce n'est pas du temps de travail effectif. Pour autant, si ce temps est anormalement élevé, donc par exemple, je dois me rendre dans un établissement plus éloigné que le siège social où je me rends habituellement, à ce moment-là, l'employeur doit mettre en place une contrepartie, soit sous forme financière, soit sous forme de repos. Ça peut faire l'objet d'accords collectifs ou décisions unilatérales. Ensuite, vous avez les questions des frais. Alors, le principe que tout le monde connaît, l'employeur a l'obligation de rembourser aux salariés et de prendre en charge tous les frais qui sont inhérents à l'activité professionnelle. S'agissant des déplacements professionnels, il est fortement conseillé de mettre en place une vraie politique de mobilité qui prend en compte toutes les mobilités professionnelles. Les voyages d'affaires, la gestion du déplacement domicile jusqu'au lieu de travail ou les différents lieux où je dois me rendre chez mon client. Donc ça, c'est très important d'avoir cette politique. D'autant plus que maintenant et de plus en plus, et on a une obligation de négocier sur un nouveau thème qui est celui de la mobilité des salariés, de gérer justement ces frais domicile, lieu de travail, en ayant des concepts moins coûteux, mais surtout en incitant à une mobilité plus vertueuse. Le vélo, le covoiturage, feu la trottinette électrique à Paris. Donc c'est vraiment une politique incitative justement à avoir des déplacements plus vertueux. Ensuite, ce qu'on connaît, c'est une obligation de l'employeur de prendre en charge, vous savez, le fameux 50% de l'abonnement des transports publics. Ça, pour le déplacement domicile, lieu de travail. Cette disposition existe depuis longtemps, elle n'a pas changé. Attention, peu importe la distance à laquelle se trouve le salarié. Si le salarié, pour des convenances personnelles, préfère habiter à 200-300 km de son lieu habituel de travail, l'obligation de prendre en charge 50% du titre d'abonnement demeure. Ensuite, vous avez, lorsqu'on n'utilise pas les transports publics, différents dispositifs qui se sont développés justement pour être plus incitatifs sous des modes vertueux de mobilité, avec la prime de transport, la mobilité durable et le classique indemnité kilométrique, voilà, qui existe. On va conclure là-dessus. Merci d'être venu sur notre plateau. Je vous en prie. Merci à vous. Au revoir. Au revoir. On poursuit ce Lex Inside et on va parler intelligence artificielle. Comment les professionnels du droit peuvent-ils s'approprier les nouveaux outils? On en parle tout de suite avec mon invité, Fabrizio Papatecera, membre du directoire de Lexbase. Fabrizio, bonjour. Bonjour Arnaud, merci beaucoup pour votre invitation. Quels sont selon vous les principaux avantages de l'utilisation de l'intelligence artificielle dans le secteur juridique?
Alors, le secteur juridique a plusieurs spécificités. Déjà, on a des informations qui arrivent de plus en plus et donc avec un volume de plus en plus important. Soit des données brutes, textes de loi, décisions de justice, soit des données éditoriales, ouvrages, ou aujourd'hui podcasts, vidéos ou autres. L'autre spécificité du secteur juridique, c'est de la sémantique. Donc pour traiter de la sémantique et du grand volume, l'intelligence artificielle, c'est utile, mais il y a un petit point peut-être un petit peu contre-intuitif, c'est qu'en fait le droit est un langage structuré et un langage très rigoureux, où on met où on classe tout dans des cases. Et donc c'est très noir et blanc, et c'est pas toujours adapté à l'IA qui est plus probabilistique avec quelques hallucinations. Donc ça, c'est à nous, producteurs d'outils d'IA, d'essayer de résoudre ces problématiques. Comment les professionnels du droit, les avocats, peuvent-ils intégrer l'intelligence artificielle dans leur pratique? Alors la première chose, c'est il faut qu'ils testent. Il faut qu'ils testent pour voir la valeur d'usage que ça a pour eux. Chaque pratique est différente, donc la première question, c'est de tester. Ensuite, c'est de se former pour justement vérifier qu'on a bien fait les bons tests. Et enfin, c'est de poser des questions. Voilà, mais en tout cas, il faut s'en saisir, parce que pour ceux qui s'en saisiront bien, ce sera un avantage concurrentiel. Donc, tester, mais est-ce qu'il y a d'autres bonnes pratiques à avoir en tête pour des avocats, des juristes qui pourraient se laisser tenter par l'IA? Alors, je dirais qu'il ne faut pas avoir des expectatives trop importantes pour pas être déçu. Il ne faut pas en avoir trop peu non plus, sinon on ne teste pas. Donc, il faut trouver le bon équilibre. Et quand on teste, il vaut mieux tester sur des choses, des matières qu'on connaît très bien. Puisque si on parle d'IA conversationnelle, la première partie du test, c'est de poser une question, de réaliser un prompt. Donc c'est mieux quand on connaît la matière. Et ensuite, il faut quand même recréer dans sa tête le raisonnement juridique et enfin vérifier, valider la réponse. Donc en général, je conseille aux professionnels du droit d'utiliser ces outils majoritairement sur des matières qu'ils maîtrisent. Parce qu'on sait que ces IA conversationnelles hallucinent, c'est-à-dire qu'elles commettent des erreurs nativement. Et donc si on ne connaît pas la matière, on peut passer à côté de certaines choses. Alors oui, mais c'est aussi aux producteurs, donc éditeurs juridiques ou legal tech de cet outil d'intelligence artificielle, de réduire cette problématique. Alors comment on fait pour réduire cette problématique? Déjà, on essaie toujours de revenir sur une source qui existe dans notre base. Alors si on est un éditeur juridique, c'est soit une source institutionnelle, texte de loi, décision de justice, soit une source éditoriale validée scientifiquement. Ça permet d'être sûr que la source existe et qu'elle est culturellement adaptée. Le deuxième point qu'on essaie de mettre en avant, c'est que la source soit en vigueur. Parce que quand vous prenez une décision de justice, peut-être qu'il y a eu un revirement ou une réforme de la loi qui fait que la décision de justice va évoluer. Donc pour ça, on peut s'appuyer sur la doctrine, notamment sur les ouvrages qui sont du droit en vigueur. Enfin, la dernière chose qu'on peut faire, c'est on peut donner un indicateur de fiabilité. Quand vous utilisez ChatGPT, c'est assez péremptoire, vous avez une réponse et vous n'avez pas de jugement de valeur du producteur de l'outil de solution d'IA. Or, nous, on essaie toujours de donner un indicateur de fiabilité, 80-90% de taux de confiance dans le résultat. Concrètement, quelles sont les tâches qui peuvent être automatisées, réalisées par l'IA? Alors, ce qu'on connaît sur l'IA conversationnelle, c'est les chatbots très généralistes. Nous, chez Lexbase, on essaie d'aborder la question par valeur d'usage. Et la première valeur d'usage qu'on a traitée, c'est les faits similaires. Aujourd'hui, pour trouver des faits similaires, en général, l'éditeur juridique ou la legal tech va prendre des grands thèmes, des grands visas, des fondements juridiques, les comparer et dire « Ah bah, s'ils ont les mêmes, c'est que probablement c'est des faits similaires ». Mais quand on lit, c'est assez déceptif. Donc nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a utilisé des technologies de grands modèles de langue et de NLU pour donner une empreinte unique à chaque décision de justice. Donc le professionnel du droit va saisir non pas 10 mots, comme dans un moteur de recherche, mais un texte entre 50 et 300 mots, où les faits seront qualifiés juridiquement, lui-même va raconter ses faits, on va donner une empreinte à la volée, et cette empreinte va être comparée avec les 5-6 millions d'empreintes de la base. Et donc quand les décisions seront proches, vous aurez une décision qui existe et qui a des faits proches. Voilà, ça c'est une valeur d'usage qui peut être utile et qui est facile à mettre en place du point de vue utilisateur. Là, en l'espèce, l'idée, c'est de trouver d'autres jurisprudences du même type, qui ont les mêmes faits similaires et qui conduisent peut-être aux mêmes décisions, c'est ça? Peut-être. Alors, ce qui est sûr, c'est que les faits doivent être très précisément similaires. Ensuite, les moyens, les motivations, ça varie, et le dispositif également. Mais globalement, on donne une empreinte à toute la décision avec plus de poids sur la première partie, et donc c'est très similaire. L'idée, c'est de faire un peu ce que fait Shazam pour la musique, mais cette fois-ci pour le droit.
Pour terminer, quels sont les prochains défis d'utilisation de l'IA? Peut-être qu'il y a des choses que vous attendez qu'elle réalise pour les professionnels du droit? Alors, déjà, l'évolution de l'IA est très positive parce que ce qu'on voit, c'est que les utilisateurs sont quand même mieux formés, se posent les bonnes questions. Les producteurs, ils ont gagné en expertise, que ce soit métier ou technologique. Et enfin, la technologie aussi avance parce qu'on a des grands modèles de langue qui deviennent de plus en plus performants sans être aussi gourmands qu'avant. Et on a aussi des capacités serveurs, cartes graphiques qui sont accessibles. Donc, tout ce point de vue est positif. Maintenant, ce qui va faire la différence, c'est la confiance qu'auront les utilisateurs dans les produits. Et dans la confiance qu'auront les utilisateurs dans la produit, il y a justement le fait d'être bien formé, de tester, de se poser les bonnes questions. On va conclure là-dessus. Merci d'être venu sur notre plateau. Merci Arnaud pour cette invitation. C'est le moment de se quitter. Restez curieux et informés. À très bientôt sur 4Change.